Rebonjour. Je suis ravi d'être en retour nouveau. Aujourd'hui, j'ai un sujet très compliqué, complexe et riche. Et j'imagine que je ne vais pas réussir dans notre 1h30 de raconte d'élaborer tout. Parce qu'il faut poser... Est-ce que je commence... Aujourd'hui, on parle du rapport entre la littérature et le cinéma. Et comme on a parlé dans les semaines précédentes, ce n'est pas un rapport simple, parce que pour moi, le cinéma ne doit jamais avoir un rapport illustratif aux littératures. Le cinéma toujours doit avoir un rapport d'interprétation et engager avec la littérature une proposition, parce que le texte littéraire il est beaucoup plus abstrait. Et si je décris les choses qu'on est en train, c'est-à-dire si je décris cette salle, je vais décrire une salle au Collège de France avec plusieurs personnes assises dans les salles. Et je peux décrire les couleurs des vêtements, l'architecture de cette salle, mais ça va être des séries de mots. Et chacun, après qu'il va lire le texte, que peut-être je vais ajouter des narratifs, des suspense, il peut habiller cette série de mots par des images différentes. Que notre exercice, comme on est en train de lire un texte littéraire, c'est-à-dire la littérature est toujours plus abstraite. Elle nous laisse l'espace d'interprétation et d'attacher une image iconographique à ce texte. Et le cinéma, comme on a dit dans le titre et les leçons d'aujourd'hui, est le plus autoritaire. C'est-à-dire, si je filme cette salle, c'est une salle particulière, avec des visages particuliers, et dû le problème d'adaptation des textes littéraires au cinéma. C'est-à-dire que, dans quelque façon, la démarche, à mon avis, cinématographique, il doit amener de l'abstraction. Sinon, on devient trop spécifique. Et les films qui sont strictement contents d'être illustration de textes littéraires, je crois qu'ils n'engagent pas vraiment dans un sens profond avec le texte. De toute façon, comme le média de cinéma, à mon avis, c'est un média autonome, respectable, elle doit toujours proposer une lecture précise, particulière, mais elle n'oblige pas comme une lecture exclusive. Dû les problématiques de rapport entre les social sciences, comment on dit social sciences, les sciences sociales, vis-à-vis du cinéma, l'historien, il va piquer dans les films les éléments qui sont une bonne illustration pour certains discours ou argumentations historiques. Quelques recherches littéraires, il va prendre strictement les choses qui expliquent ou qui illustrent la vie d'un écrivain. Mais je crois que le cinéma doit refuser cette proposition. Il doit aller, et si on revient aux images que vous avez vues la semaine dernière, même la fin de ce plan de Kedma qu'on a regardé ensemble, cette disparition de ce convoi désespéré dans l'horizon, il fait partie de la lecture de ce plan. Ce n'est pas strictement l'élément textuel. Le cinéma, il a certains avantages. Le cinéma, il peut proposer un espace, un rythme à la lecture. Comme on lit un livre, alors on peut fuyer, faire aller avant, et on peut reculer aussi. Mais le cinéma, il est linéaire, un peu comme la musique. C'est-à-dire on écoute un morceau de Beethoven ou de Mozart du début à la fin. On voit un film du début à la fin. Si on a un livre, on peut arrêter, on peut revenir pendant la lecture, et c'est une pratique qu'on fait souvent. On peut faire techniquement, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on peut aller, on fait une marche arrière, mais les cinéastes et le cinéma, ils nous demandent de voir les séquences, la structure, comme un vecteur avec une certaine continuité préécrite. C'est ça la grande différence entre le cinéma et la littérature, entre des autres. Alors, pour parler de cette
parce que j'ai fait quelques adaptations de textes littéraires. Beaucoup de mes films étaient d'idées originales ou d'idées inspirées par le contexte politique, le contexte culturel. Certains films étaient adaptations de textes littéraires. Mais pour parler de ça, je peux parler de textes très importants qu'Aristote il nous écrit au IVe siècle avant Jésus, dans son texte s'appelle Poetics. Poetics en français aussi, merci. Dans laquelle il décrit déjà au IVe siècle, comme il n'y a pas de technologie, toute cette problématique d'adaptation des rapports entre les textes et le réel. À la limite, un peu comme plus tard, Engels ou Kant, ils vont analyser les textes littéraires, ou comme la semaine dernière, j'ai mentionné György Lukács, l'intellectuel hongrois, qui a écrit ce texte très important sur les romans historiques qui pose des questions. Bonjour, Christian. Comme il pose des questions d'adaptation d'événements historiques au texte, au roman. C'est-à-dire, lui, il croit que même les romans, les textes littéraires, les romans historiques, il ne doit pas être anecdotique. Il va aller aux profondeurs, au sous-conscience, si on veut, de cet événement historique et nous raconter quelque chose de profond de cette expérience. Et à la limite, le roman historique, il n'a pas l'obligation d'être descriptif. Alors c'est même vis-à-vis Lucas, ou même vis-à-vis, si on lit bien les textes d'Aristote, il y a très longtemps, il n'y a pas, même le texte lui-même, comme il décrit un événement historique, il ne doit pas être strictement littéraire dans ce sens ou illustratif dans ce sens. On va parler de ce sujet surtout dans les dernières séances, le 11 décembre, comme je vais parler des films et les spectacles que j'ai fait autour de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Ça va être la dernière séance, le 11 décembre. Et un petit peu la semaine prochaine avec Alain Schnapp, comme on va parler de mythologie et cinéma. Alors, comment on commence? Est-ce qu'on commence par Aristote? Est-ce qu'on commence... Mais je ne vais pas mettre le grand philosophe du Collège de France au chômage, alors je laisse l'espace de parler d'Aristote. Est-ce qu'on commence par l'expérience que j'avais récemment, comme je visitais un magnifique expo de Marcel Duchamp, cette grande artiste, qui nous explique effectivement, si on peut utiliser le terme explication, que est d'ailleurs un résultat de la Grande Guerre mondiale, que l'objet lui-même, il a une œuvre artistique, c'est-à-dire qu'il veut, dans quelque façon, démocratiser le mot art. L'art existe partout, il existe un objet qui s'appelle fountain. Il existe. Est-ce qu'on parle de Marcel Duchamp qui va à la limite de cette abstraction, tous les arts conceptuels inspirés par lui? Est-ce qu'on prend le texte biblique dans lequel vous savez que le problème de traduction, qui est aussi un problème qui existe dans le cinéma, c'est-à-dire si on prend même le livre de Genèse dans la Bible, le premier des livres, qui commence par l'explication de la création du monde, on a parlé, je mentionnais plusieurs fois André Breton sur le manifeste sur le surréalisme, qui est l'important des hasards et le chaos. Alors, le premier texte de la Bible, il parle de chaos, de tohu vavohu, tohu. C'est-à-dire que même la création du monde, vis-à-vis du texte biblique, a commencé par le chaos. Et après, il y a un travail systématique de mettre l'ordre, de construire des divisions. Et si on prend la langue hébraïque, là j'essaie de couvrir un grand territoire, excusez-moi.
qui est mon langue natale, qui était le sujet d'une très grande thèse que ma fille Keren elle a écrit sur la langue hébraïque comme langue maternelle, un très bel texte que je vous conseille, qui a été édité chez le CNRS, l'édition CNRS. Alors, dans la langue hébraïque, par exemple, sur cette histoire de création, à un moment donné, Dieu décide de créer la division entre l'eau et le ciel. Alors, si on prend la langue, la sonorité de la langue, en hébreu, l'eau, c'est maïm, d'ailleurs pas loin des mots arabes aussi, que moyim aussi, maïm, et shamaïm, c'est le ciel. Okay? Alors, on va presque à un travail de plasticien, c'est-à-dire comme Dieu il a fait une grande ligne d'horizon qui divise des surfaces, l'eau et le ciel. C'est très beau. Dans l'hébreu, les sonorités de la langue, maïm et shamaïm, on voit l'écho de ce travail d'articulation des surfaces, c'est-à-dire c'est dans le langage. Et aussi, si on divise le mot shamaïm en deux mots, si les gens qui comprennent ici hébreu, je fais hommage à François Ier qui est obligé qu'il y a 3 savantes qui vont nous enseigner l'hébreu au Collège de France. Alors, si on prend le mot shamaïm, si on la divise à deux mots, c'est-à-dire c'est l'eau, water there, c'est-à-dire il divise entre l'eau et l'autre ailleurs. Alors, ça existe dans la sonorité des langues hébraïques. Mais comme le grand traducteur britannique de King James commence à traduire la Bible en anglais, il décide de ne pas appeler ça Maïm et Shamaïm, que dans les langues hébraïques, vous savez, il y a toujours une ambiguïté extrêmement intéressante entre la physique et la métaphysique. Il traduit la division entre water et heaven. Heaven, c'est un impact religieux très fort. D'abord, on perd tout l'aspect sonore que je viens de parler. On n'a plus cette magnifique sonorité Maïm Shamaïm, mais on est ici water et heaven. C'est-à-dire l'ambiguïté physique, métaphysique est perdue. Ce n'est pas un lieu particulier, c'est un lieu religieux. Alors, il y a toujours le grand problème de traduction, et comme j'utilise souvent les langues hébraïques et arabes et plusieurs autres langues dans mes films, il y a toujours ce problème de traduction, de transmission de certains sens d'une certaine langue dans notre langue. Et là, aujourd'hui, on va parler surtout sur 2 films que j'ai faits. Et le premier, ça va être Tzili, qui est une adaptation d'un texte d'Aaron Appelfeld. Et le deuxième, on va voir quelques aspects de Rosa Credi, qui est une adaptation de textes d'Elsa Triolet. On reste aussi dans le chronologique, parce que comme la semaine dernière, on a terminé avec Plus tard, tu comprendras, qui parle de collaboration française dans l'époque de Shoah, la Deuxième Guerre mondiale. On a terminé avec celui-là. On commence avec Tzili, qui est le projet que Appelfeld nous partage avec nous son expérience comme enfant pendant le Shoah. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure. Alors, Appelfeld lui-même pose cette question de langage, qui est très intéressante. Et d'ailleurs, dans une très grande interview et dialogue qu'il a fait avec Philip Roth, que je vous conseille, c'était aussi édité, c'est publié par le New Yorker et par le Review of Books, mais aussi il y a une traduction française existante d'un un bon texte de Philip Roth qui s'appelle « Parlons de travail », dans lequel il a choisi, je crois, une dizaine d'écrivains qu'il a respectés du monde entier. Il fait des dialogues avec Appelfeld. Et Appelfeld, qui alors il était né à Bukovina, pas loin de Tchernovitch, d'une famille bourgeoise juive, et son expérience d'un enfant pendant le Shoah, c'est que sa mère était tuée par des soldats allemands devant ses yeux.
mais sa langue maternelle était la langue allemande, parce que cette région a fait partie de l'Empire austro-hongrois. Et Appelfeld va émigrer plus tard en Israël, un peu comme les derniers plans qu'on a vus la dernière fois de Kedma. Alors il arrive en Israël, il parle allemand, même pas yiddish, et il décide, il y a quelques musiques quelque part. Alors Appelfeld décide de plus jamais parler dans les langues de son enfance, qui est aussi la langue d'assassin de sa mère. Et d'écrire tous ces textes en hébreu, qui est une langue qu'il ne connaît pas. Tous les textes, tous les livres qui étaient publiés d'Appelfeld, il a écrit en hébreu. Et dans le kibbutz où il était, dans la nuit, il est en train d'apprendre l'hébreu, et ça devient son langue d'immigrant, qui va écrire tous ces textes, toute cette expérience magnifique, parce qu'Appelfeld, il n'est toujours pas pour à nouveau illustrer le cauchemar de Shoah, mais aller par des choses très minimalistes, très méticuleuses de son impression de garçon de 13-14 ans, comme il était obligé de cacher pendant la guerre. Alors Appelfeld, je reviens en question de langue, alors il refuse d'écrire en allemand, il refuse même de parler allemand, la langue d'assassin de sa mère, il écrit en hébreu. Et comme j'étais allé lui voir et je lui demandais d'adapter son texte Tzili, que je vous conseille de lire, pas seulement regarder le film, de lire, qui est un magnifique texte. C'est un homme très doux. Et je lui ai dit que, d'abord, je lui ai dit les choses que je viens de dire, que je ne vais pas illustrer son livre, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et il va exister avant et après le film d'une façon autonome, que je vais interpréter le livre, mais pas illustrer. Et je lui ai dit aussi que j'ai envie de tourner le film en yiddish, qui est la langue de cette région des Juifs, de Tchernovitch, de toute cette région de Bukovina, de Roumanie du Nord, etc. Il était au début étonné, mais après il était d'accord. Alors il y a toujours ce travail de langue et aussi ça confronter tout de suite les questions qu'il va jouer le yiddish, parce que le yiddish c'est la langue de diaspora, c'est un tas de disparitions, parce que comme l'hébreu est devenu la langue d'Israël, et les langues de diaspora comme yiddish ou ladino, que est la langue des juifs des pays du Maghreb, est en train de disparaître. Mais j'ai envie, parce que pour moi le cinéma c'est aussi un archive de mémoire, pas seulement vis-à-vis le film sur Yitzhak Rabin, mais c'est un archive de mémoire, aussi des langues, des sons, des mouvements, des chorégraphies, des images, des photos, comme on a vu à Lullaby to My Father. Alors c'est toujours un archive de mémoire. Je l'ai dit que j'ai envie que ce film, il va être en yiddish, qui est une langue qu'aucun film actuellement va être tourné en yiddish. Le dernier film complet qui était tourné en yiddish était tourné à Varsovie. Et en 1947, le régime soviétique imposé par l'Union soviétique a interdit le film. Et après, on a quelques petits épisodes dans le film des frères Cohen. Il y a un très bel épisode en yiddish, mais c'est tout, ça devient anecdotique. Et moi, j'ai décidé de tourner le film en yiddish. Et j'ai commencé une recherche très longue pour trouver des comédiens qui vont jouer yiddish. Alors, j'étais allé à New York, j'avais des comédiens qui conservent le yiddish comme un mode de communication. J'étais allé en Israël, j'étais allé même avec Danny Fred, mon coproducteur, à Roumanie du Nord, très proche à la ville d'Appelfeld, et dans la capitale de Bukovine, de Roumanie du Nord, qui était une grande ville juive. Aujourd'hui, il y avait 7 personnes, 7 juifs. Il n'y a personne. Et dans l'école juive de Bucarest,
c'est surtout, il n'y a pas d'enfants juifs. Mais il y a beaucoup d'enfants parce que comme l'école enseigne très bien les mathématiques et la physique, il y a pas mal d'enfants. Mais pas d'enfants juifs, alors le yiddish. Et je cherchais partout. Et finalement, j'ai décidé que dans le cinéma, il faut prendre d'abord de bons acteurs et après, il faut apprendre le yiddish. Alors, l'actrice que j'ai choisie, que je travaille avec elle plusieurs fois, même elle a fait dernièrement avec moi le spectacle sur l'assassinat de Rabin, Sarah Adler, elle a joué le rôle principal. Et j'ai splitté le rôle de cette Tzili, de cette fille, aux deux actrices, Sarah Adler et Meshi, une danseuse, que tous les deux ils sont joués un peu comme chez Bonwell, le Obscure Object of Desire, un film chef-d'œuvre que je vous conseille, les gens qui ne sont pas vus, de Bonwell. C'est-à-dire qu'il a splitté le rôle à deux actrices, et moi j'ai fait des choses similaires. Et aussi un autre acteur, Adam, qui joue le rôle masculin, comme tout à l'heure on va voir. Alors, ça a obligé l'actrice et l'acteur d'abord d'apprendre le yiddish et de parler peut-être avec leur grand-mère, qui est pas mal. Et le film, comme d'habitude, le plateau de film conserve aussi cette sorte de dialogue, d'aller pour les mémoires dans le sang plus profond. Alors, le film aussi touche le même sujet qu'on a parlé la semaine dernière, comme on a parlé de Plus tard, tu comprendras, la question de transmission par les non-dits. Peut-être Appelfeld, c'est l'écrivain de tous les écrivains que je connais, qui a réussi le plus de nous exprimer des choses par des choses tellement méticuleuses, minimalistes, sans kitsch, sans démarche agressive, de cette mémoire de qu'est-ce que c'est l'expérience d'être déplacé, apatrie, tout seul devant les méchancetés de cette machine nazie. Et c'est aussi cette expérience-là de comment le cinéma, il peut traiter le non-dit. Le cinéma, souvent, il est l'art de dialogue, des choses très habiles, très malins, comme de grands films hollywoodiens, Casablanca, etc., qui utilisent les textes, ou Billy Wilder, formidable. Mais comment on peut travailler avec le non-dit? Alors, peut-être on va commencer par un petit séquence, que c'est la séquence de génériques. Alors, on va voir finalement toutes les séquences de génériques. Alors, je pose la question à Meshi, qu'elle exprime par une sorte de chorégraphie simple, c'est les séquences de génériques de Tzili, qu'elle va aller avec une chose très abstraite, des mouvements, et c'est les séquences de génériques de Tzili.
Alors, il n'y a pas, je ne crois pas qu'on a besoin d'expliquer. Comme j'ai envie de vous montrer pas mal d'extraits de Tzili, peut-être on va aller aux prochaines séances. Et là, c'est Sarah Adler, parce que Aaron Appelfeld, il a décidé d'incarner lui-même dans le corps d'une fille, pas un garçon, et de voir comment il était sauvé par la nature, pas par l'être humain. La nature, les arbres, où il a caché contre les sauvageries humaines. Et c'est presque il avait des faim, il a été persécuté, des fois il était presque attrapé. Alors on va passer aux prochaines séquences de Sarah Adler dans la nature. On va voir peut-être toutes les séquences, on verra.
séquence elle est encore plus longue, mais c'est-à-dire c'était un exercice de montrer par les séquences non verbales cette fille, ou cette Appelfeld, qui vient de famille bourgeoise, qui parlait de façon que la guerre, elle a tué sa mère, elle a envoyé d'être à la nature. Et aussi, de question de cinéma, c'est toujours cette plan-séquence, c'est-à-dire ces blocs temporels non interrompus. Et qu'est-ce qu'il peut exprimer aussi par les talents d'actrice de Sarah Adler, parce que c'est vraiment très fort. Alors le film commence par des séquences assez longues, non verbales, et après on continuait dans les démarches d'Appelfeld, d'ailleurs, que par Philip Roth. Philip Roth compare le travail d'Appelfeld avec certains textes de Kafka, de Bruno Schulz. Et cette démarche d'Appelfeld de garder la mémoire de Shoah par des choses minimalistes, parce qu'on connaît beaucoup de films, on connaît bien sûr Spielberg, on connaît Claude Lanzmann avec son méthode de commentariste très fort comme ça. Et Appelfeld, il veut pour les émotions très retenues, pas expressives, très tristes et timides en même temps. Et pour moi, extrêmement émouvant. Alors, on va continuer, on va aller aux prochaines séquences de films. Et là, ça commence à être verbal. Ja? Готові? Ja? Звідки ви? Села. Що ви тут робите? Коли ви йдете назад в село? Ja? Чи маєте ви хліб? Ні. Ковбаса? Немає, ні. Шкода. Я би заплатив. Ваші батьки? Ваші батьки з вами? Ваші батьки з вами.
nicht gemäuren. Hier ist Marek. Und ihr? Sind ihr lang? Ich habe sie alle verloren. Nächten bei Nacht habe ich gewollt sterben. Ich will nicht mehr kennen. Von wann sind ihr? Wandert ihr da lang? Christeli. Ich bin zufrieden. So zufrieden. Ich bin zufrieden, so zufrieden. Geh nicht da weg. Ich hab noch ein bisschen Bräut. Ich bin schon ein Heidisch im Wald. Ich hab noch nicht keinen gesehen. Es ist nicht du geblieben, kein einziger wie ich. Und ihr? Und ihre Mütze? Und eure Eltern? Und ihr? Kennt ihr mit? Und eure Eltern? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was fragst du mich alles? Na. Ich habe euch gesehen. Habe ich nicht geglaubt, ihr seid jüdisch. Was hat ihr getan, sich rüberzubeiten? Gar nicht. Gar nicht. Macht sich nicht narrisch. Alors, c'est le premier raconte. Etzili, elle va raconter Marek, le changement de langue, l'identification par les 7 changements de langue, qui, comme j'expliquais, n'est pas très facile à expliquer parce que, comme souvent dans le film aussi que j'ai fait en Israël, j'utilise l'hébreu et l'arabe, ça pose toujours en question comment on arrive à communiquer les différences de langues au moyen de communication. Alors, Appelfeld raconte toutes ses expériences dans la guerre, comme il cache dans la nature, comme il était sauvé par des voleurs de cheval.
gestes qui sont arrivés plus tard en Israël. Et là, on va voir encore en séquence, parce qu'on va aller vers la fin du film, on va sauter quelques séquences d'expérience de la guerre, et toujours pas de musique. Strictement les bruits, les chiens qui cherchent l'avion, le bombardement. C'est aussi le travail sonore de ce film fait par Alex Claude, qui suivit beaucoup de mes films depuis Kadosh, Kippour. Il a fait le travail de son, c'est-à-dire qu'il y a toujours une équipe qui travaille dans la construction d'images. Et surtout, si les images sont si délicates et si minimalistes, ça demande encore plus d'exigences de tout le monde qui fait partie de ce groupe, qui sont composites, comme je dis. Alex est né à Varsovie, alors il est sensible à cette film. Et c'était un travail extrêmement fort de donner une présence à cette sorte de sentiment qui est très répressé, dans quelque façon, chez Appelfeld aussi. Alors là, la guerre est finie. Comme il dit Alain René, la guerre est finie. Et tous les rescapés, maintenant, ils sont dans un camp, dans une sorte de grand hangar. Et on va voir cette séquence. Et dans cet hangar, je vous demande aussi d'écouter les différentes langues. Il y a les yiddish, il y a les russes, il y a l'allemand, il y a plusieurs langues en même temps dans ce mouvement. Et pour accélérer, je vais montrer le début de cette séquence et la fin. Mais comme vous voyez, tout ce film est construit dans un très grand bloc temporel, comme chaque bloc, c'est un seul chapitre de texte d'Appelfeld. On va aller vers cette séquence-là. Ouais. Nehmen, haben gesucht ihre Brüder. Rauflegen dick dem Futter auf dem Trugbett. Wir haben keinen Platz für dich. Verwundete überall, Flüchtlinge auch. Die Stadt wurde bombardiert. Der Doktor arbeitet von früh bis spät. Ich hoffe, dass er bald kommt, um dich zu untersuchen. Der Tod ist nicht so schrecklich. Wiss weiß ich euch. Du hast Glück, dass du Darf ein nur Bett Giber hast. sein, die schändliche Wir haben Schreck. gar keinen Platz hier. Ich habe ein Krankenhaus seit einer Woche nicht verlassen. Heim ist Giber der Schreck. Seht als euch Jeden anders. Tag bringen sie noch und noch Verletzte. Die Front ist nur 20 bin Kilometer von glücklich. hier. Ich kann nicht mal nach Hause Ja, gehen. ich Mein bin Mann ist glücklich. schon wütend auf mich. Was ich bin Giber gewinnt, die Schreck. Er ist nicht gerade geduldig. Er will Und mit die mir jüdische schlafen. Eiser ist nicht keine Zeit. Öffne den Mund, das ist Tonic. Ständig überhole. Ständig ist das etwas, was mir ist beweisen. Jeden Tag bringt man Kranke in Pletim. Halte den Kopf hoch. Du willst in einem anderen Land leben. Das ist doch dein Traum. Zeig deine Gefühle nicht. Erzähl niemandem etwas. Was dir passiert ist, passiert allen Frauen. Du musst vergessen, du bist jung, du bist hübsch. Denk an die Zukunft, nicht an die Vergangenheit. Ich nicht kein Ärter, ich nicht kein Doktorem. Die etliche Doktoren sind voneinander geteilt zwischen die Spitaler über der Churverstut. Никак не могу понять, как это тебе удалось. За талант. У меня бы так не получилось. Все во мне выдает меня. Mein Äußern, mein Nuss,
Meine Augen, mein Essen, mein Schlafen. Alles. Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил среди чужих. Мой папа всегда говорил, я свободный человек. Он любил повторять. Ich bin ein freier Mensch. Ein freier Mensch. Я на него не похож. Я боюсь. Ich bin ein Pardon. Ich hab Meure. Sie sind Pardonem. Und ich euch. Was ich will, was ich will, was ich will. Ich will ein Tabak. Das ist Salz. Und Zigaretten bin ich ein Insekt. Ein Insekt. Ich bin ein Gurnischt. Gurnischt. Wenn sie so ausgebrochen, die Sinne in Gas, sind alle entlaufen, in übergelost Zilli, soll hieten die Stieb. Sie haben gemeint, als ein klein, schwach Mädel wird kein Schlechtes nicht geschehen. Und sie wird abhieden, Segentum, bis wird dadurch der Gefahr. Zilli hat gehört, und sich nicht umgeriefen. Die Panik ist gewesen groß. Und es ist nicht gewesen, keine Zeit sich so vertracht. Man wird kommen, dich's nehmen, haben gesucht ihre Brüder. Rauflegen dich dem Futter auf dem Trugbett. Noch in derselben Nacht sind rein die Sellner in beräubte Häuser. Es ist gewesen eine Klugerei und Gewalten bis in den Himmel. Aber sie hat man etwas nicht umgerührt. Erst hat man sie nicht bemerkt. Sie hat sich behalten in Häuf, in der hintersten Bude, zwischen die Fesslach und die Säcke. Sie hat gewusst, als sie darf hielten die Stieb. Aber die Schreck hat sie abgehalten. In der Behältnis hat sie gehofft, als ein Kohl von nun, der wird sie kommen riefen. Dem ganzen Raum haben ausgefühlt Geschreien, Billereien, Schießereien. Von Schreck hat sie übergehasert die Wörter, was der Alter hat sie ausgelernt. Das Murmeln hat sie beruhigt und sie ist eingeschlafen. Schon lang ist sie geschlafen. Wenn sie sich aufgehabt, es gewesen Nacht und eine tiefe Stillkeit hat geherrscht darum. Sie hat herumgenommen die Säcke von dem Kopf und ein Licht vom Himmel hat sich hereingerissen durch die Krates von der Bude. Sie hat sich ein bisschen aufgehoben, ungelehnt auf die Hände. Beide Füße in Gewinn gelähmt von Kälte. Sie hat mit beiden Händen ungerieben die gelähmte, kalte Füße. Der Wettig ist vorbei. Eine lange Zeit hat sie sich unsparendig auf beide Hände gekickt auf den Himmel. Und als sie kickendig haben sich geöffnet ihre Lippen und gemurmelt. Und vor wem wirst du dürfen, abgeben, an den wir herrschen.
Derweil haben sich ihre Füße erwärmt und sie hat herabgenommen für sie die Säge. Sie hat sich gesucht, ich muss aufstehen. Und sie ist aufgestanden. Die indische Bude ist gewesen höher von ihr. Die Bude ist gewesen von Brüste breiter. Hat gedient für das Kleid von Glätzer. Festlich an alte Wanne. In ein paar lehmene Tepp. Ach, jetzt hier, wohl keinem nicht eingefallen, als das verloste, schmutzige Ort kann sein ein Behältnis. Jetzt hat sie gefühlt eine Bänkschaft zu den verlosten Sachen. Zum ersten Mal ist sie gestanden frei in der dunklen Nacht. Wenn sie es gewesen ein Kind, pflegten herablosen die Ludens sehr früh. Und wenn sie es ausgewachsen, hat man nicht gelassen, sie heraus in der Finster. Das ist gewesen die erste Finsternis, wo sie hat Mamisch umgehabt mit ihrer Hand. Sie ist heraus von der Hindbude und sich gelost rechts zum Feld. Mit dem Mund hat sich über ihr entbleckt der Himmel, hoch über ihr, und sie ist gewesen kleiner von die Kukurydzenstängler. Schulenlang ist sie gegangen, sich nicht umgekickt. Danach pflegt sie sich aufstellen und sich einhören zum Flüstern von die Blätter. Es ist gewesen ein leichter Wind und die kalte Finsternis hat beruhigt ihr Durst.
Alors, effectivement, sur ce film, je n'étais pas envie trop d'élaborer verbalement. Et vous comprenez le problème de faire des conférences sur le cinéma, parce que le cinéma, il va parler lui-même. Et c'est même encore plus compliqué parce qu'on est en train d'éditer les leçons inaugurales que je suis très content qu'il va être publié. Mais comment on exprime des images, des sons, des rythmes par le texte? Difficile. Et dans cette dernière séquence, alors il y a aussi effectivement le yiddish, l'allemand, le russe, mais aussi la question des rapports entre l'image d'archives et l'image filmée. Et en regardant l'image qu'on a trouvée dans les IVO, que c'est l'Institut de Yiddish à New York, qu'on était allé à New York, l'archiviste de cette très grande institution en Amérique, il m'a carrément filé tous les disques durs avec toutes les images qui étaient filmées jusqu'à quelques semaines avant l'invasion nazie de l'Europe de l'Est. On peut imaginer qu'une bonne partie de ces enfants qui filmaient là, ils ne sont plus en vie, ils étaient exterminés. Alors, c'est un film, c'est vrai, qu'il appuie beaucoup sur le travail d'interprétation des spectatrices et spectateurs, parce qu'il n'a pas de didactique, il ne peut pas être réduit, même avec le très grand désir des historiens, etc., à simple discours simple. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience cinématographique, holiste, qui est composite, c'est-à-dire qu'il y a l'image, il y a les bruits, il y a les présences de la musique, l'absence de musique, les chorégraphies des danses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de recherche des modes de représentation de cet cauchemar qui quand même a réussi de détruire 6 millions de juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs européens. Alors comment on garde en trace à cette méga histoire européenne par les simples médiums de cinéma? Et c'est ça la question qui m'intéresse dans plusieurs films, chaque fois dans les questions qui évoquent, et comment on peut raconter cette histoire sans l'hystérie, sans les performances faciles, mais avec des séries de nuances, de détails, comme on a vu la semaine dernière, Jean Moreau et Pauline Girardot, mais là on va à Sarah Adler et Meshi, avec le rythme naturel, et que chaque séquence, il doit garder le temps qu'il faut qu'il garde. Et aussi, je vais attirer votre attention que comme j'ai fait beaucoup de plans séquences, vous vous souvenez des plans séquences des premières leçons inaugurales de Book of Amos, mais aussi des autres dans lesquelles les caméras bougent tout le temps. Là, j'ai décidé que la caméra va être complètement statique. Elle ne bouge pas un millimètre, sauf en séquence qu'on n'a pas montré, dans laquelle c'est la fin de la guerre, et s'il arrive de fuir, etc., et là, la caméra bouge. Mais c'est-à-dire que tout l'acte qu'on fait, il y avait une question que j'ai beaucoup aimée il y a quelques semaines sur l'objectivité ou neutralité du cinéma. Il n'y a rien de neutre. Chaque acte qu'on fait dans le cinéma, c'est un acte volontaire. Si on met un cadre, on décide qu'est-ce qu'il y a dans le cadre, on décide qu'est-ce qui va être éliminé des cadres. Si on veut que la caméra bouge, c'est une signification. S'il veut qu'il reste statique, ça dit autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de cette médium de cinéma, qui est un médium très très fort, et garder à la fois sa simplicité, son minimalisme, un petit hommage au Bauhaus, qu'on a parlé d'autres jours, mais aussi d'autres minimalistes. Et même, comme j'ai évoqué tout à l'heure Marcel Duchamp, vous avez vu dans les dernières séquences l'objet, l'esthétique d'objet, dans cet hangar qui est une sorte d'hôpital improvisé, comme la guerre est terminée. Alors, effectivement, Tzili, dans cette série de leçons au Collège de France, je n'ai pas le temps de montrer, mais ça me fait un grand plaisir de voir le challenge de faire une sorte de synthèse de 40 ans que je fais de films,
Des fois, si vous vous souvenez des petits Super 8 de la guerre de Kippour, dans laquelle j'ai filmé les vestes, ma veste, comme j'ai sorti d'hélico, qui était fait il y a plus de 40 ans, en 1973, jusqu'à Tzili, qu'il était fait à quelques années. Et je crois que les deux films, comme aujourd'hui, comme tous les films, ils sont disponibles sur le site Collège de France et vous pouvez voir le film entier si vous voulez aller par Internet, c'est possible. Alors, toute cette question que notre thématique aujourd'hui des rapports entre le cinéma et la littérature, c'est-à-dire comment le cinéma peut avoir un dialogue sincère avec un texte littéraire qu'il respecte. Ça existe aussi dans d'autres films qu'on ne va pas avoir le temps de voir. Mon adaptation d'un très bel texte israélien de Yaakov Shabtai, qui était publié par Actes Sud, qui s'appelle Pour l'inventaire. Je vous conseille chaleureusement de lire ce texte. C'est un grand texte sur la modernité à Tel Aviv que j'ai adapté dans mon film Devarim. Après, Alila était inspiré par un autre écrivain israélien, Returning Lost Life de Yoshua Knaz. C'est des écrivains modernistes qui veulent raconter l'expérience israélienne comme une expérience moderne. Et c'était aussi des projets très intéressants. Il y a Kadosh qui travaille surtout sur les textes talmudistes, bibliques, et aujourd'hui Tzili. Alors, c'est une transition un peu radicale, mais là, on va avancer dans l'histoire aussi. La guerre est finie, on a dit. Et là, il y a le texte d'Elsa Triolet. C'est un projet des fois, il y a le projet qui était initié par moi, mais il y a des projets qui étaient proposés par les producteurs qui produisent Plus tard, tu comprendras, qui m'ont amené devant mes yeux le livre d'Elsa Triolet. Rose à crédit. Alors, vous savez, Elsa Triolet est une partenaire fidèle du Parti communiste français. Deux femmes très importantes, elle et sa sœur Lily Brooke. Alors, Elsa Triolet, c'est le compagnon d'Aragon, et Lily Brooke, de Mayakovsky. Alors, c'est des femmes, des sœurs qui ont un impact très fort sur la culture européenne des années 50. Et Elsa Triolet décide de faire une trilogie qui s'appelle L'année des nylon. Nylon, oui. L'âge des nylon. Dans laquelle, et je trouve qu'avec grande justesse, elle exprime que la société européenne, après le cauchemar des deux grandes guerres mondiales, on a mentionné le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais les deux grandes guerres, ils ont produit une société qui n'était plus envie d'écouter des idéologies. L'idéologie a marqué beaucoup de mal. Ils n'ont même pas été envie de plonger dans l'émotion. Parce que des fois, comme je passe en allemand, je vois que les Allemands, dès que tu parles d'une façon impressionnelle, ils sont presque flippés. C'est-à-dire, l'émotion a amené aussi des choses très mauvaises, pas strictement des choses très tendres. C'est-à-dire l'incitation par l'émotion pour la haine a servi beaucoup le régime autoritaire européen. Et Elsa Triolet nous raconte effectivement que la société française, après la guerre, elle a envie de plonger dans les phases des sociétés de consommation. Que la consommation, les grands plaisirs des bourgeois aussi, des vins, des bonnes vies, etc., elle va devenir une sorte de façon d'évaporer ou de libérer de toute cette expérience cauchemardeux de la guerre. Et va effacer peut-être l'envie de cette époque qui humainement on peut comprendre, de ne plus parler d'idéologie, d'éliminer le sujet. Et dans quelque façon, elle fait un livre sur une chose encore très compliquée à articuler, que la nuit, le boredom. Alors c'est encore un challenge très différent, comment on fait
un film sur le boredom qui ne va pas être ennuyant. Et c'était le challenge de ce film que j'ai fait sur cette proposition de faire une adaptation d'Elsa Triolet. D'ailleurs, je trouve qu'une des choses que j'ai remarqué, que je trouvais... Alors, le texte d'Elsa Triolet, il passe dans la grande majorité dans les salons coiffure. Et j'avais aussi le grand plaisir de voir des acteurs et des actrices fabuleux. Il y a Pierre Arditi, il y a Léa Seydoux, qui est le rôle principal, il y a Ariel Dambal, qui est le propriétaire du salon coiffure dans lequel travaille Léa Seydoux, il y a Valeria Bruno Tedeschi, qui est une sorte de femme de ménage de ce salon coiffure. Alors, j'ai tout un brochette d'acteurs et d'actrices français magnifiques. C'est le premier projet que j'ai fait avec Éric Gauthier, avec lequel je travaille aussi sur le film sur l'assassinat de Rabin, qu'on va voir le 11 décembre. Et ça m'intéresse toujours de regarder cette question de l'ennui et de comment la société de consommation remplaçait la société très engagée politiquement depuis Léon Blum, etc. Vous connaissez mieux que moi l'histoire française contemporaine. Et comment on peut faire la mise en scène avec ce texte qui parle de la nuit et l'adoration d'objets. Alors, moi j'ai aussi, là tout à l'heure, on a vu d'archives filmées. Et dans le Rosa Crédit, j'ai décidé de prendre quelques archives sonores. Et on va commencer par un petit extrait d'archives sonores, c'est-à-dire on était allé à INA pour chercher des émissions radio d'époque, d'après-guerre, et c'est un petit morceau qu'on va voir en archive sonore avec le début. Là, l'extrait va être beaucoup plus court. Et on peut monter un peu ouais. Berlier, qui travaillaient pour les Allemands, ont été sévèrement atteintes par les bombardements alliés. M. Robert Lacoste, ministre de la Production industrielle, est venu sur place se rendre compte des résultats d'une expérience passionnante. Au lendemain de la libération, on a arrêté M. Berlier. Mais on n'a pas pour cela arrêté les usines. Bien au contraire, en l'absence forcée de M. Berlier, la direction est assurée aujourd'hui par les techniciens et les ouvriers de l'entreprise. Et ils ont montré qu'ils savaient prendre leurs responsabilités, reconstruire et produire. Sous cette nouvelle gestion où les ingénieurs, la maîtrise et les ouvriers travaillent côte à côte, une grande œuvre a été entreprise avec courage et avec joie. On répare tant bien que mal les ateliers éventrés. Les ouvriers sacrifient des samedis et des dimanches pour remettre en état locaux et machines. Le triomphe d'une idée hardie et peut-être d'une économie nouvelle est au bout de cet effort collectif. Il faut prouver que les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand ce travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun. La preuve est faite. Alors, ça, c'est le rapport archives et images. Et on va passer tout de suite au prochain extrait, dans lequel il y a, je crois que ça, voilà, c'est celle-là, avec Arditi, Léa Seydoux, etc. Ouais. Pas de hausse immédiate des tarifs du métro et des autobus. Cette décision a été prise contre l'avis du gouvernement. Raidissement brutal des socialistes en faveur des 3000 francs. M. Robert Schuman a pris contact avec les notables berlinois et les autorités d'occupation soviétiques. J'ai acheté une machine à laver. Je croyais que tu remboursais encore tes crédits. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais rien acheté à crédit. Si tu donnais ton linge à laver,
Tu n'aurais pas besoin d'avoir des années devant toi pour rembourser. Enfin bon. C'est comme ta femme de ménage. Elle essuie le bidet et le lavabo avec le même torchon. Et ensuite, elle touche le pain. Ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce que vous pensez d'un nouveau salon en rotin, monsieur Georges? Ah, c'est quand même pas de l'acajou. Ah, mais c'est indispensable. Il y a des gens qui viennent bridger chez moi. Des gens très bien, très chics. Ils se moqueraient de moi avec mon cosy. Des amis. Non. Enfin, de toute façon, tu vas plus jamais nous voir. Même pas Cécile, qui est fiancée. Je suis plus une enfant, moi. Ah bon. Tu es devenue si sèche. J'aurais jamais cru. Conflit du travail. Monsieur Pinault a conclu un accord avec le comité d'entente des cheminots, mais la fédération CGT leur pousse. Après avoir heurté le truculent, le Divina n'a pas donné l'alerte parce qu'il n'avait pas de radio. Le truculent. Pas de grève du personnel navigant de l'aviation. Les syndicats protestent contre la réquisition. Tu as vu cette fille? Comme elle est enfermée dans son monde. Je déteste, elle danse toute seule. Tu crois que personne veut l'inviter à danser? C'est triste. Jacques m'attend en bas. Je quitte l'institut. Mon Dieu. T'étais si bien là-bas. Mais alors, et tes clientes? Il m'a fait une proposition. Je te raconterai demain. Bah dépêche-toi, tu vas être en retard. Quelle histoire? Tu l'as dit à maman? Je pense que moi j'ai rendez-vous demain à l'institut pour un coup de peigne. N'y va pas. Ils sont pas très contents que je parte. Et tu vas travailler où? Il est nouveau ton manteau? Je te connaissais pas. C'est Jacques qui m'a invité chez un de ses clients. Une maison de couture qui vient d'ouvrir. Oh, mon Dieu, j'allais oublier mes perles. Je suis toute retournée par ce que tu viens de dire. Alors, c'est un sujet, bien sûr, que Buñuel il a traité avec le chant de la bourgeoisie. Aussi, Cassavet un peu à Faces. Et comme on n'a pas beaucoup de temps à élaborer, je vous conseille de regarder. Et comme j'ai promis l'autre jour, s'il y a des questions, je peux répondre. Et alors, si quelqu'un veut poser des questions sur les choses qu'on a vues aujourd'hui ou la semaine dernière, parce que je crois qu'il nous reste des séances et ça va être assez dense. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Ou des remarques, ou des réflexions, etc.
il n'y a pas de courage civil, là? Bon, alors on a évoqué vraiment... Non, il y a, voilà, ok. Pardon? Quelle a été la réaction de Appelfeld quand il a vu votre film? Alors, effectivement, comme le film était sélectionné à Venise, je l'ai appelé. On a pris l'avion à Tel Aviv. Et l'avion, il arrivait très tard, je crois, à minuit. Alors, il m'a dit, Amos, viens direct de l'aéroport, parce que jusque-là, il n'a pas vu le film. Et on était assis avec lui. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais c'est vrai que le dialogue avec Appelfeld était quelque chose de très exceptionnel parce qu'il était sensible de ce rapport de cinéma et la littérature. Et parce que j'avais, dans le travail que j'ai fait, autres propositions d'autres grands écrivains aussi en Israël. Ils sont toujours demandés de contrôler les manifestations, la façon que le film dialogue avec leur travail. Et moi, j'ai dit, c'est vraiment un travail d'interprétation. Je ne vais pas aller à la lettre. Et même dans les textes d'Appelfeld, il y a des scènes que j'ai décidé de ne pas mettre en scène. Mais comme il était quelqu'un intelligent, sensible, il a compris que c'est un dialogue. Mais il était très, très ému. Très ému. Après, il est venu dans les projections, aussi à Jérusalem. Il a beaucoup aimé aussi un autre film qu'on n'a pas le temps de montrer, qui s'appelle Désengagement, un film que j'ai fait après la retraite d'Israël de la bande de Gaza, ordonnée par Sharon. Et cela intéressait le rapport non manichéen que le film décrit, cette retraite israélienne. Alors on a eu un dialogue fascinant, vraiment. Désengagement, on n'a pas le temps de montrer, c'est un film que j'ai fait avec Juliette Binoche, avec Liron Levaux, qui est le rôle principal de Kippour. Il touche toute cette question très compliquée de décolonisation, qui est compliqué, qui n'est pas facile, c'est-à-dire... et on a parlé souvent, dernièrement, j'ai fait ce court-métrage qui s'appelle « Lettre à mon ami à Gaza », je mentionnais l'autre jour, qui est une paraphrase de lettre d'Albert Camus, « Lettre à mon ami allemand », qu'il a écrit en 1943, il a 75 ans. Et j'étais allé voir la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, et je lui ai montré le film, que c'était aussi... très intéressant, comme avec Appelfeld, c'était très fort. On a parlé de c'est-à-dire chaque film, d'une façon non didactique, et dans laquelle on ne peut pas réduire, vraiment c'est ça le problème de cet exercice, on ne peut pas réduire le cinéma à un simple texte. C'est-à-dire on peut dialoguer avec le texte, faisant un film, mais après que le film existe, et c'est pour ça que je n'ai pas parlé beaucoup vis-à-vis de Tzili, parce qu'on ne peut pas réduire l'expérience de visionnage et les sons de Rosa Crédit et de Varim et Lettre à mon ami de Gaza à un simple texte. Et le challenge, il y a seulement vis-à-vis, je crois, mon cinéma, c'est vraiment d'abord le critique britannique Paul Willeman, qui travaillait beaucoup à British Film Institute, qui était un grand penseur qu'il a écrit, Irma Klein, qui est un critique israélien qui a écrit un livre qui est vraiment très intéressant, malheureusement il existe seulement en hébreu, et Jean-Michel Frodon, qui réussit de craquer cette... en plus que je vous expose une sorte de network. Et Jean-Michel Frodon, il a dit une chose que je trouve qu'elle est très juste, il a dit, Amos, tu as une série de fantômes, comme ça, qui arrivent chaque fois par un autre port dans chaque de tes films, par exemple. Et ça répète. Et souvent, je trouve que dans l'artiste que j'aime, il y a des thématiques qui répètent, qui reviennent. C'est-à-dire, on a parlé, comme j'ai montré, Ananas, des problèmes de déplacement de l'humanité. On a parlé vis-à-vis des Philippines, mais ça existe vis-à-vis des Palestiniens, ça existe vis-à-vis de l'histoire juive, ça existe.
Et chaque fois, ça revient, chaque fois que ça prend c'est incarné dans notre forme. Mais l'aspect complexe de cet exercice, qui après de construire tout cette network et tous les échos qui existent dans un film vis-à-vis d'un autre, c'est vraiment un travail monstrueux que je ne prends pas à moi. Je trouve qu'il faut un jour quelqu'un qui va regarder le film, qui va tracer une existence quelque chose d'un film avec un autre, des non-dits qui existent chez Appelfeld avec non-dits qui existent avec Plutarque, qui existent dans Kippour, qui est aussi la scène de l'abus que je vous avais montré. Il y a quelques mots, mais ce n'est pas très verbal. Parce que l'expérience que j'avais aussi avec les gens de la famille, que l'expérience cauchemardée, il n'est pas toujours exprimé par des mots. Il y a des gens aussi qui sont dans cette chose que j'appelle une émotion retenue, qui ne sont pas envie de parler de ça. Mais malgré ça, c'est une forme de transmission. Et c'est une vraie question énigmatique, comment le cinéma, il peut prendre cette chose non dite et non exprimée verbalement et de quand même mettre en scène et créer un rythme et créer des blocs temporels et créer le dialogue avec aussi de cette complexité de multilangage. Le multilangage existe à Tsili, il existe aussi à Ananas avec l'anglais, les Philippines, l'autre film, il existe dans le film israélien avec l'hébreu arabe, dans le dernier film qui va sortir en avril prochain, Tramway à Jérusalem. Il y a 7 langues, il y a l'hébreu, arabe, yiddish, anglais, français, italien, ladino. Il y a beaucoup de langues. Et toute cette expérience, je crois que le cinéma, malheureusement, il est réduit, presque qui nous montre Rosa Credi, un objet de consommation. Alors il est simplifié d'une façon féroce, avec la pression à la fois des courants économiques pour mettre les choses plus accessibles. Et ils perdent cette force qu'ils peuvent avoir comme une expérience, c'est-à-dire voir un film fort, voir un Pasolini qui décrit son première visite en Israël, en Palestine, c'est très fort. Comme il fait Salo, un film très provocateur qui m'a servi comme référence, comme j'ai fait Terre promise, qui est un film que j'aime beaucoup sur le trafic de femmes, mais qu'on n'a pas le temps de montrer ici. C'est-à-dire, Pasolini, il parle de la humiliation comme un mode de contrôle. Et là, moi, lui, il parle de fascistes. Moi, je parle de fascistes qui réduisent des femmes comme objet sexuel dans Terre promise. Mais c'est-à-dire comment le cinéma, il peut nous donner cette expérience. Pour revenir à votre question, Appelfeld était très, très sensible que cette film, qui n'est pas exactement de façon literally une adaptation de son texte, arrive d'exprimer cette sorte de silence, cette sorte de ni capacité ni nécessité de bombarder avec des dialogues malins une situation qu'elle peut exprimer autrement. Alors, je suis vraiment reconnaissant de cette occasion, parce que vous savez, comme on devient prof, les bons profs que j'ai eus dans ma vie, ils ont fait l'exercice aussi pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis content que vous êtes toujours là, que c'est rempli, et merci de vous êtes invité de revenir pour les 2 restants. Mais aussi, c'est une façon pour moi de finalement, sur les conseils de ma fille, d'être assis à la maison, de prendre des notes, de chercher les textes de Marcel Duchamp sur l'objet, d'Aristote, d'Appelfeld et des autres. Merci d'être là aujourd'hui. À la prochaine fois. Merci.